Aurore Gagnon naît le 31 mai 1909, dans la paroisse rurale de Sainte-Philomène de Fortierville, au Québec. La région est agricole, composée de familles nombreuses qui vivent de la terre, du travail des champs et de la foi catholique. Les hivers sont longs et rigoureux. Chaque foyer s'organise autour d'un rythme immuable, les travaux agricoles, la messe et l'école de rang. Son père, Télesphore Gagnon, est cultivateur. Il est perçu comme un homme solide, de peu de mots, attaché à la discipline et au respect des traditions. Ses journées se passent dans les champs, à couper du bois ou à s'occuper des animaux de la ferme. Dans un village comme Fortierville, l'image du père est celle de l'autorité et du pourvoyeur, mais rarement de la tendresse. La mère d'Aurore, Marie-Anne Caron, joue un rôle central dans la famille. Elle est décrite comme douce et bienveillante. C'est elle qui incarne la chaleur du foyer et qui assure l'éducation des enfants. Elle veille à ce que chacun mange à sa faim, fréquente l'école et participe aux prières familiales. Les habitants du village se souviennent d'elle comme d'une femme pieuse, discrète et aimante. La famille Gagnon n'est pas riche, mais elle vit dans un équilibre simple. Aurore, l'une des filles de la maisonnée, partage ses jeux et ses tâches avec ses frères et sœurs. Parmi eux, Joseph, son petit frère, occupe une place particulière dans son cœur. On raconte qu'elle le protégeait et le rassurait, comme si déjà elle avait hérité d'une part de la responsabilité maternelle. En 1918, la grippe espagnole frappe le Québec. Cette épidémie fait des milliers de morts, particulièrement dans les régions rurales où les soins sont rares. Marie-Anne Caron tombe malade et décède cette année-là. La maison perd alors son pilier. Les enfants perdent celle qui incarnait la tendresse, l'écoute et la protection. La disparition de la mère marque le véritable début de la tragédie qui s'annonce, car désormais plus rien ne sera pareil dans le foyer Gagnon. Quelques mois après le décès de son épouse, Télesphore Gagnon se remarie avec Marianne Hood, une parente de la défunte. Le remariage est rapide, mais il s'explique par les réalités de l'époque. Un homme seul avec plusieurs enfants ne peut maintenir seul la maison ni assurer l'éducation de la fratrie. Dans ce contexte, il est fréquent que les veuves trouvent rapidement une nouvelle épouse. Marianne Hood arrive donc dans la maison familiale, accompagnée de ses propres enfants nés d'un précédent mariage. Dès le départ, sa présence crée des tensions. Les voisins la décrivent comme une femme sévère, autoritaire et jalouse. Elle ne cache pas son animosité envers Aurore, qui devient rapidement la cible de ses reproches. L'organisation du quotidien change. Les enfants doivent obéir à de nouvelles règles strictes. Les corvées se multiplient, les gestes d'affection disparaissent. Aurore, autrefois une enfant vive et souriante, se referme sur elle-même. À l'école, son institutrice remarque un changement marqué. Elle parle moins, participe peu et semble triste. On commence aussi à voir sur son corps des marques suspectes que la belle-mère justifie par des chutes ou des maladresses. La petite communauté rurale de Fortierville perçoit ces changements, mais dans le Québec de l'époque, les affaires de famille restent privées. Les voisins, habitués à une autorité ferme dans les foyers, hésitent à intervenir. On se contente de remarques discrètes, chuchotées à la sortie de la messe ou en travaillant au champ. Il se passe quelque chose là-bas, mais rien n'est fait. Peu à petit, les mauvais traitements deviennent quotidiens. Aurore est frappée pour des fautes mineures, privée de repas ou isolée du reste de la famille. Elle doit exécuter des tâches trop lourdes pour son âge. La belle-mère exerce un contrôle brutal et le père, Télesphore, ferme les yeux ou participe. L'équilibre déjà fragile de la maison s'effondre et l'enfance d'Aurore bascule vers la souffrance. Les années 1919 et 1920 marquent l'escalade des violences. Aurore devient progressivement une enfant martyre dans sa propre maison. Selon les témoignages qui seront recueillis plus tard lors du procès de 1920, elle subit des coups fréquents, parfois infligés avec des objets contondants. Elle est brûlée à l'eau bouillante, enfermée dans la cave, privée de nourriture pendant plusieurs jours. L'institutrice remarque ses absences répétées à l'école et ses blessures visibles. Elle s'inquiète, mais les explications de la belle-mère, elle est tombée, elle est maladroite, elle est malade, continuent de masquer la vérité. Dans le Québec rural de l'époque, la parole d'un enfant ne pèse pas lourd face à celle des adultes. À la maison, Aurore vit dans un climat de peur constant. Elle tente de protéger son petit frère Joseph, mais elle-même est épuisée par les corvées et les violences. Les autres enfants, témoins impuissants, se taisent par crainte de subir le même sort. Le 12 février 1920, après des mois de sévices, Aurore meurt à l'âge de 10 ans. Son corps porte des marques accablantes, plus de 50 plaies, cicatrices et ecchymoses recensées par les médecins.
Le rapport médical révèle des brûlures, des coupures, des fractures et des infections. La nouvelle choque la population. Les funérailles attirent une foule nombreuse. On parle d'enfants martyrs, et le village tout entier prend conscience de l'ampleur de la tragédie. Pour beaucoup, il est déjà clair que cette mort n'est pas un accident, mais le résultat d'une violence inouïe. À la suite du décès d'Aurore, une enquête est ouverte. Les autorités interviennent rapidement. Marie-Anne Hood et Télésphore Gagnon sont arrêtés. L'affaire, jugée à Trois-Rivières en avril 1920, provoque une grande émotion au Québec. Le procès révèle publiquement l'ampleur des sévices. Les médecins décrivent en détail les blessures observées sur le corps de l'enfant, confirmant que ces lésions sont incompatibles avec de simples accidents domestiques. L'institutrice témoigne des absences d'Aurore et de son état physique inquiétant. Des voisins rapportent avoir entendu des cris étouffés provenant de la maison. Une des sœurs d'Aurore affirme avoir vu la belle-mère frapper sa sœur avec violence. Ces témoignages accablants laissent peu de doute. Marie-Anne Hood est reconnue coupable de meurtre et condamnée à la prison à vie. Toutefois, en raison de problèmes de santé, sa peine sera réduite plus tard. Télésphore Gagnon, accusé de complicité, reçoit une peine d'emprisonnement. Les enfants survivants sont dispersés, confiés à d'autres familles ou à des proches. La maison Gagnon devient un lieu marqué par la mémoire du drame. Au fil du temps, l'histoire d'Aurore dépasse Fortierville. On la surnomme l'enfant martyr. Sa tombe attire de nombreux visiteurs venus se recueillir. Des pièces de théâtre, des films et des livres s'inspirent de son histoire. Elle devient un symbole de la maltraitance des enfants et de la nécessité de protéger les plus vulnérables. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa mort, l'affaire Aurore Gagnon demeure gravée dans la mémoire collective québécoise. Elle illustre à la fois les dangers du silence face à la violence domestique et l'importance de la vigilance sociale. Son nom, répété de génération en génération, rappelle que derrière les murs d'une maison peuvent parfois se cacher des drames que nul ne soupçonne.